En ce moment, au Formule 1 de Bagnolet, c'est la merde. Plein de collègues de maman sont en grève. Ils ont réussi à se débrouiller avec des syndicats pour faire entendre leurs revendications. La responsable de la grève au Formule 1, c'est Fatouma Konaré, une collègue avec qui maman s'entend bien. Elle m'a raconté qu'au début, elle croyait que Fatouma Konaré, c'était juste son prénom, et elle trouvait ça long pour un prénom. Fatouma a commencé à travailler à l'hôtel de Bagnolet en 1991. À cette époque-là, moi, je savais même pas nouer mes lacets toute seule. C'est elle qui a commencé à dire tout haut que les femmes de l'hôtel se faisaient exploiter. Maman m'a dit qu'elle aurait bien aimé faire la grève avec les autres filles de l'hôtel, mais qu'elle peut pas. Fatouma et les autres, elles ont leur mari qui les aide, mais nous, on est toutes seules. Résultat, comme la plupart des autres femmes de chambre sont en grève, maman a 1000 fois plus de boulot. Monsieur Chion, cet enfoiré qui leur sert de patron, ça doit bien l'emmerder cette histoire. C'est bien fait pour sa gueule. Maman m'a dit qu'il a déjà licencié plusieurs femmes de chambre en grève, alors qu'il n'a pas le droit. Il a viré une Vietnamienne qui faisait les mêmes horaires que maman, en plus pour un faux prétexte. C'est vraiment dégueulasse. Il ira tout droit en enfer et il aura mal. Il gesticulera dans tous les sens en hurlant « c'est chaud, ça brûle ». Si ça se trouve, dans la vie, monsieur Chion, c'est un mec bien, qui passe son temps à sourire, à faire l'aumône et à engueuler les gens qui se garent sur les places pour handicapés, dans les parkings des grandes surfaces. Elle a peut-être raison, madame Burlot, quand elle me dit que je ne supporte pas qu'on porte un jugement sur moi, mais que je le fais tout le temps avec les autres. Sauf que pour monsieur Chion, j'ai une marge d'erreur infime quand je dis que c'est un enfoiré. Au lycée aussi, il y a une grève. C'est comme si tout s'était arrêté autour de moi. Ça fait que quelques jours, mais j'ai l'impression que ça dure depuis une éternité. Monsieur Loiseau, le proviseur, s'est fait agresser dans les couloirs par un élève de l'extérieur. Je n'étais pas là, mais à ce qui paraît, le type, il a gazé monsieur Loiseau à coups de bombe lacrymogène dans la face. Il n'a pas de chance quand même. La rare fois où il sort de son bureau histoire de vérifier que l'établissement tient encore debout, il se fait gazer. Depuis au lycée, c'est la misère. Les 3/4 des enseignants n'assurent pas les cours. Il y a même madame Ben Barbchiche qui accroche partout des affiches avec marqué « Marre de la violence » ou encore d'autres formules choc dignes des campagnes de pub pour la sécurité routière. C'est marrant, parce que depuis le début de la grève, elle est super active. Ce serait quand même pas mal qu'elle fasse ses cours avec la même énergie que pour ses affiches. Si ça se trouve, c'est une militante, une pure et dure, une femme qui a une vraie conscience politique. Elle envoie peut-être même des chèques à l'UMP de temps en temps, même si elle ne paie pas de mine avec sa teinture noire corbeau et son rouge à lèvres fuchsia. Le seul qui ne fait pas grève, c'est monsieur Lefebvre, celui qui parle comme Pierre Bellemare, le présentateur du téléachat à l'ancienne. Pour lui, cette grève, c'est bidon. Et l'agression de monsieur Loiseau, un prétexte pour tous ces flemmards de profs. Moi, je trouve que c'est grave ce qui est arrivé. Je dis pas que monsieur Loiseau, c'est le type le plus sympa du 9-3, mais quand même, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et même avant qu'il se fasse gazer. C'était grave que monsieur Loiseau se sente en sécurité seulement dans son bureau. En tout cas, peu d'élèves soutiennent la grève, comme si la majorité pensait que ça servait à rien et que c'était foutu pour nous de toute façon. La semaine dernière, madame Dutruc, l'assistante sociale de la mairie, elle est revenue à la maison. Cette femme, c'est vraiment une foule à merde. À peine maman lui a ouvert la porte, qu'elle lui lance entre ses dents blanches et identiques «
Oh là, vous avez mauvaise mine. Ouh là là. Elle se la pétait sûrement parce qu'elle arrivait au terme de ses 12 séances d'UV offertes par les instituts de soins et de beauté, la belle gueule, pour la remercier de sa fidélité. En plus, elle a fait au moins 10 fois le tour de l'appartement, comme si elle visitait les catacombes. Il faudrait penser à changer le joint du robinet de la cuisine. Elle avait dit ça avec son air supérieur qu'elle sait trop bien prendre parfois. Je me demande si elle n'a pas choisi ce métier parce que ça la rassurait de s'occuper de la misère des gens. Maman a fait l'effort de lui préparer du thé à la menthe, mais elle l'a à peine bu. C'est vraiment très bon. Elle faisait une bouche en cul de poule. Mais par contre, c'est très sucré. Faut que je fasse attention à ma ligne, hein. Et puis, vous savez ce qu'on dit, hein. Une fois mariées, les femmes ont une certaine tendance à se laisser aller. Elle s'est mise à rigoler de son rire cristallin, les yeux fermés et la main près de la bouche, à la Marilyn Monroe. Elle se prend pour qui, l'autre? Pas abusée. Elle est mariée depuis seulement 1 mois, cette conne. Maman, elle s'en foutait. Elle rigolait avec elle quand même. J'ai l'impression que tout ça, ça l'atteint même pas. Je la regardais parler, assise à côté de l'autre Miss France. Et je me suis dit que c'est comme ça que je voudrais être. Madame Dubidule, elle a taillé la mine de maman, son robinet, son thé à la menthe, et pourtant elle s'en fichait. Elle continue à rigoler, à discuter avec elle. Elle lui a même raconté la grève et la situation du Formule 1. Là, Madame Dumachin a pris un air très grave. Elle lui a proposé une formation dans une structure d'accueil pour analphabètes à Bondy. Elle y apprendrait à lire et à écrire, et puis en même temps à faire les démarches pour trouver un nouveau travail. Maman aurait rien à payer. La formation est prise en charge par la mairie de Livry-Gargan. Avant de partir, elle m'a regardé en fouillant dans son sac vioton et elle m'a fait « J'ai quelque chose pour toi ». Elle dit ça de sa voix aiguë en séparant chaque syllabe de la phrase. Ça faisait débile mental. J'avais l'impression d'avoir 8 mois et qu'elle m'annonçait qu'elle allait enfin changer ma couche ou me donner un petit pot aux artichauts à bouffer. En fait, elle m'a donné un chèque lire pour avoir des bouquins gratos. Je me sens régressée avec tous ces gens qui me traitent comme une assistée. Allez tous au diable. Quand elle a fermé la porte, je croyais qu'on s'en était fini pour la soirée, mais le téléphone a sonné. C'était tante Zora, en panique parce que des policiers sont venus chez elle à 6 heures du matin pour arrêter Youssef. Ils ont défoncé la porte, l'ont sorti du lit à coups de pied, mis tout sens dessus-dessous dans l'appartement et l'ont emmené au poste. Au téléphone, en tout cas, tante Zora arrêtait pas de pleurer. Elle expliquait à maman qu'il est impliqué dans un trafic de drogue et des histoires de voitures volées. Je crois qu'elle pensait que c'était de sa faute, parce qu'elle s'était pas assez occupée de son fils. À la fin de la conversation, maman aussi s'est mise à pleurer. Youssef, en ce moment, doit se faire interroger dans un bureau gris qui sent le renfermer. Moi, je sais que Youssef, c'est un mec gentil. C'est pas juste. Quand maman a raccroché, on a un peu parlé. Mais des fois, même les mots, ils suffisent pas. Juste regarder par la fenêtre, et ça voulait tout dire. Dehors, il faisait gris, comme la couleur du béton des immeubles, et il pleuvait à très fines gouttes, comme si Dieu nous crachait dessus.
Ça fait déjà plusieurs nuits que je fais le même rêve. Un de ces rêves chelous dont on se souvient parfaitement au réveil et qu'on est capable de raconter au détail près. J'ouvrais la fenêtre et j'avais le soleil qui me tapait fort dans le visage. J'arrivais même plus à ouvrir les yeux. J'ai passé mes jambes par-dessus la fenêtre jusqu'à me retrouver assis sur le rebord, puis d'un élan, je me suis envolé. J'allais de plus en plus haut, je voyais les HLM qui s'éloignaient et devenaient de plus en plus petits. Je battais des ailes, enfin des bras, et puis à force de les secouer pour continuer à monter, je me suis réellement cogné au mur à ma droite et ça m'a fait un énorme bleu. C'est ce qui m'a réveillé. Et je dois dire que c'était plutôt dur de revenir à la réalité de cette façon. J'ai raconté mon rêve à Madame Burlot. Elle m'a regardé en clignant des yeux et elle a dit: Oui, bien sûr, évidemment, ça rejoint aussi l'épisode de l'Atlas. Ah bon? Elle appelle carrément ça un épisode. Si ça se trouve, Madame Burlot, elle n'est pas vraiment psy. Elle travaille peut-être dans le cinéma et s'empire des foutaises que je lui raconte pour écrire un sitcom. Burlot, je suis certaine que c'est un pseudo. Son vrai nom, ça doit être un truc du style Laurence Bouchard. Elle fait partie de l'équipe de scénaristes qui bossent pour AB Productions. C'est ça la vérité. Le concept a peut-être déjà été lancé et la série, elle cartonnerait et commencerait à être diffusée dans le monde entier. Elle serait même doublée en japonais. Et puis moi, je toucherai aucun droit dessus. Je ferai seulement partie des millions de fans anonymes et couillonnés comme tous les autres. L'épisode de l'Atlas, je ne sais même pas pourquoi je lui ai raconté. Je ne sais pas non plus pourquoi je lui raconte tout le reste d'ailleurs. C'était un jour où je m'ennuyais vraiment comme un rat mort. Je suis allée au débarras récupérer l'Atlas que j'avais eu en livre de prix à la fin de l'année de CM2. Un débarras, c'est comme un grenier, mais en plus petit, situé en général dans le couloir. Ça sert à entreposer des conneries dont on ne se sert jamais. Bref, j'ai ouvert mon atlas en planisphère, là où le monde tient en une seule page. Et comme je galérais pas mal, j'ai tracé un itinéraire sur la carte pour partir. C'était le chemin que j'allais faire plus tard, en passant par les endroits les plus beaux du monde. Bon, j'ai dessiné le chemin au crayon de papier parce que maman m'aurait engueulé si elle avait vu que je gribouillais au stylo sur un livre neuf. En tout cas, je me suis tracé un pur itinéraire, même si je suis encore au point de départ et que le point de départ, c'est Livry-Gargan. De toute façon, je ne sais pas si maman serait d'accord pour que je me casse. Il n'y aurait personne pour lui enregistrer les feux de l'amour. Et puis personne non plus pour aller chercher Sarah au centre et Lila. Elle serait emmerdée pour trouver une autre baby-sitter. Ça me rappelle que, quand même, il y a des gens qui ont besoin de moi. Et ça fait du bien. Parce que des fois, j'aimerais être quelqu'un d'autre, ailleurs, et peut-être même à une autre époque. Souvent, je m'imagine que je fais partie de la famille Ingalls dans la petite maison dans la prairie. J'explique le plan. Le papa, la maman, les enfants, le chien qui mord pas, la grange et les rubans dans les cheveux pour aller à l'église le dimanche matin. Le bonheur, quoi. L'histoire, elle se passe dans des ambiances genre avant 1900, avec la lampe à pétrole, l'arrivée du chemin de fer, des vêtements préhistoriques et d'autres trucs vieux comme ça.
Ce que j'aime bien chez eux, c'est que dès qu'il arrive un drame, ils font le signe de croix, pleurent un bon petit coup, et à l'épisode d'après, on a tout oublié. C'est du pur cinéma. C'est la honte parce que je trouve que dans cette série, ils sont mieux habillés que moi, alors qu'ils habitent un micro-village tout pourri et que leur père, c'est un gros fermier. Rien que le sweat que je porte en ce moment, même l'abbé Pierre, elle en voudrait pas. Une fois, j'ai mis un pull mauve avec des étoiles et un truc en anglais écrit dessus. Ma mère, elle l'avait acheté dans une friperie qui pue le vieux. Elle avait réussi à l'avoir pour 1 euro. Elle en était toute fière. Comme je voulais pas la vexer, je l'ai portée au lycée. Mais je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment. Je trouvais suspect ce pull. Il l'était. Les poufiasses du lycée, la bande de décolorés, surmaquillés avec leurs soutiens-gorge rembourrés et leurs chaussures compensées, elles se sont bien foutues de ma gueule. Le truc écrit en anglais sur le pull, c'était « Sweet Dreams ». Ça veut dire « Fais de beaux rêves ». Cette saloperie de pull mauve, c'était un haut de pyjama. Je savais que j'aurais dû être plus attentive pendant les cours de Miss Baker en 6e. Alors la suite demain à la même heure. Merci de penser à vous abonner. À demain.